Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble plusieurs situations financières bien concrètes, tirées des documents qu'on a reçus. L'objectif, essayer d'en extraire les défis et puis les pistes de solutions qui sont proposées. Exactement. Et on va voir, les cas sont assez variés. Création d'entreprise, comment gérer son épargne, un héritage et la relation avec les conseillers. Même un cas de burn-out entrepreneurial. L'idée, c'est de voir si on peut en tirer des leçons plus générales. Ok, allons-y. C'est vrai que ça parle à beaucoup de monde, ces situations. Alors, premier cas, un couple, ils vivent sur un seul salaire, 1750 euros net, plus une petite prime de 220 euros. Oui. Et le mari, lui, il lance sa boîte dans la restauration rapide. Du coup, il pioche 600 euros par mois dans l'épargne familiale. Comment les documents suggèrent d'améliorer ça? Alors, l'analyse qui est fournie, elle pointe plusieurs choses. D'abord, une astuce un peu fiscale. Au début, privilégier les dividendes plutôt qu'un salaire. Ça peut alléger les charges sociales. C'est pas négligeable pour la trésorerie de départ. D'accord. Ensuite, et ça c'est vraiment central dans l'analyse, il y a une insistance sur la rentabilité. Faut regarder les chiffres de très très près. C'est-à-dire les marges, ce genre de choses? Précisément, les documents disent attention, dans ce secteur, il faut viser une marge brute d'au moins 40%. Ils estiment que 30%, c'est insuffisant pour couvrir tous les frais et être viable. Ah oui, quand même. Oui, il faut aussi bien évaluer les coûts fixes, variables, et réfléchir à comment trouver des clients. L'idée des réseaux sociaux est suggérée, comme levier marketing gratuit ou presque. Ce retour aux bases de l'économie, c'est intéressant, surtout quand on a la tête dans le guidon au lancement. Tout à fait. C'est cette insistance sur la viabilité économique, avant tout. Il y a aussi une solution plus, immédiate, mais temporaire, qui est évoquée. Trouver un job d'appoint. Ah, Oui. L'exemple donné, c'est un travail de nuit en usine, le week-end. Selon l'analyse, ça pourrait ramener dans les 200 euros. C'est pas rien. c'est sûr. Une mesure un peu radicale, mais bon, parfois nécessaire. Cette tension entre le court terme et le long terme, on la retrouve dans le cas suivant. Quelqu'un qui a 30 000 euros d'épargne et qui hésite. Oui. Mettre un tiers en bourse, Hmm. tout dans la résidence principale, sauf 5 000 euros de sécurité. Il y a la peur des taux qui sont hauts, de ne plus avoir d'argent de côté, une certaine aversion au risque, visiblement. Oui, là, les éléments qu'on a sont assez nuancés. Sur l'achat de la résidence principale, par exemple, l'analyse rappelle que ce n'est pas toujours plus rentable que de louer. Ah bon? On pense souvent le contraire. Oui, mais il faut calculer le coût total, vraiment tout. Les impôts fonciers, l'entretien, les charges de copro, les travaux obligatoires parfois. On a tendance à oublier tout ça. C'est vrai. Et pour la disponibilité de l'argent, la liquidité? Point très important soulevé, oui. La liquidité. Les placements en bourse, c'est noté, ça se vend vite. L'immobilier, par contre, c'est beaucoup plus lent. Minimum 3 à 4 mois, d'après les estimations données. D'accord. Et pour le fonds d'urgence, le fameux matelas de sécurité, le conseil, c'est pas juste 5 000 euros comme ça. Plutôt viser l'équivalent de 6 mois de charges essentielles. Si on a 1 500 euros de charges par mois, ça fait 9 000 euros, pas 5 000 euros. Je précise que ça demande quand même une formation au début pour comprendre, même si après la gestion peut être limitée. Et l'immobilier locatif? Là, l'accent est vraiment mis sur la rigueur des calculs. Le loyer doit absolument couvrir le prêt, les taxes, les frais, les rénaux possibles. Il y a une mise en garde. Ne pas compter sur une plus-value automatique à la revente. Très clair. On change de sujet. L'héritage. Et cette méfiance envers les conseillers en gestion de patrimoine, les CGP. Les documents parlent d'un sentiment de risque de se faire avoir. Oui, et là, une distinction clé est faite. Il y a les CGP qui sont liés à des banques, des assureurs. Eux, ils peuvent être payés par commission sur les produits qu'ils placent, donc potentiellement un biais dans le conseil. Mhm. Et puis, il y a les CGP indépendants. Eux sont payés directement par le client en honoraires. En théorie, leur stratégie est plus personnalisée, plus objective. Et l'analyse donne un exemple concret? Oui, elle mentionne un cas où un portefeuille fait par un CGP a été jugé catastrophique. Trop de fonds communs chers qui mangent la performance, une diversification inexcessive, inefficace des doublons. Bref, Pas terrible. non. Et si on prend un peu de recul, ça montre bien l'importance, comme le soulignaient les notes, de se former un minimum soi-même. Juste comprendre les bases, ça permet déjà de poser les bonnes questions, d'évaluer si le conseil tient la route. Ne pas déléguer les yeux fermés, en somme. Allez, dernier cas. L'entrepreneur qui essaye de remonter la pente après un burn-out. Il est mal assuré, endetté, a perdu confiance et il a l'impression d'être sous-payé par ses clients actuels. Quelle piste ressort? Le conseil principal qui est donné, c'est de se focaliser sur la recherche de nouveaux clients. Des clients qui n'ont pas cet historique du burn-out, qui vont juger l'expertise pour ce qu'elle est maintenant.
Et donc, oser couper les ponts avec les anciens clients? Oui, oser se séparer des relations qui ne sont pas respectueuses ou qui tirent vers le bas. L'analyse insiste là-dessus. Le burn-out, ça ne doit pas définir la valeur pro future. La priorité absolue, c'est la santé, mentale et physique. Une autre piste, c'est de valoriser son savoir-faire différemment, peut-être via la formation. D'accord. Bon, pour résumer tout ça, ces situations différentes, elles montrent quand même des points communs. Le besoin d'analyser froidement les chiffres, marge, coûts cachés, l'importance de savoir de quoi on parle, la bourse, les types de conseillers, et puis se protéger, le fonds d'urgence, sa santé. C'est tout à fait ça. Et peut-être que ça nous amène à une dernière question qui va un peu au-delà des stratégies précises qu'on a vues dans ces documents. Finalement, quelle est la conversation la plus importante qu'on doit avoir avec soi-même sur notre propre rapport à l'argent, notre tolérance au risque, et puis la valeur qu'on donne à notre travail, à notre